Épisode 2, Ready to Fly, les premiers pas dans New York. On regarde le panneau d'affichage, on voit la porte d'embarquement pour le vol Paris-New York. Bon, personne en vue dans le hall jusqu'à présent, on décide d'avancer jusqu'à la porte d'embarquement. Arrivé à la porte d'embarquement, toujours personne, on était à peu près une bonne heure avant le début de l'embarquement, donc potentiellement on pouvait encore attendre un peu, mais c'était l'heure du rendez-vous qu'avait donné Olivier au responsable de l'agence de voyage, donc il commençait à se poser des questions. Après l'avoir eu au téléphone, il lui a dit de rebrousser chemin et de revenir quelques dizaines de mètres avant, sur des bornes, puisqu'il préférait enregistrer toute l'équipe sur des bornes indépendantes. Donc on a fait marche arrière. Et là, on a vu se profiler ce groupe de jeunes. On a vu de très loin et on s'est dit qu'ils étaient quand même très jeunes. Parce qu'on a beau dire, nous on a passé 40 ans et ils n'ont pas 20 ans. Hein. Mais bon, on a dit allez, bingo, on y va. Le responsable de l'agence de voyage était là. Il nous a fourni une petite sacoche noire. Alors, j'ai récupéré ma carte d'embarquement avec un livre découverte de New York et une carte. Et puis s'est dirigé vers les bornes. Et là, il a commencé à enregistrer la première personne. Il y avait quand même 20 personnes à passer. Donc je me suis dit, je vais regarder, il y a une deuxième borne à côté, je vais lui filer un coup de main, et puis ça me permettra aussi du coup de faire la première approche avec ces jeunes qui attendaient. Et j'ai commencé. Certains n'étaient pas rentrés de la même façon, on a découvert que parfois il fallait aussi re-rentrer l'adresse qui n'était pas rentrée automatiquement. Alors on s'est dit, mais en fait, on loge où? On le savait, mais l'adresse exacte, c'est là que vous vous rendez compte un peu de la précision des renseignements que vous donnez. Et puis, vous avez les parents qui se présentent avec leur enfant. Parce que lâcher son enfant, c'est pas évident quand même. Hein. Donc voilà, vous voyez les enfants qui s'inquiètent de savoir comment je dois coller l'étiquette. Est-ce que c'est suffisant? Donc si j'ai ça, je dois le donner au moment d'embarquer. Ils commencent à vous poser les questions comme si vous étiez une grande spécialiste du voyage. C'est très drôle. Et puis les parents qui vous scrutent un peu, qui vous scannent de haut en bas. Ils vous connaissent pas. Ils ont bien compris que vous faisiez pas partie de l'école, mais que vous étiez là. Que visiblement vous donnez un coup de main, vous avez quand même, à mon avis, assez l'air sympa. Et puis voilà, ils sont très attentifs à leur enfant, ils leur demandent s'ils ont tout, s'ils ont bien mis tout dans leur bagage cabine et pas dans leur bagage en soute, s'ils ont gardé ce qu'il fallait, ils confient les budgets ou les enveloppes d'argent au professeur en disant qu'il faut bien aider son enfant à gérer son budget, pour certains. D'autres donnent les derniers conseils, les derniers au revoir, les derniers bisous, les dernières préconisations, et voilà, on voit les parents qui petit à petit, une fois que le groupe est complètement passé et qu'on va pouvoir se diriger vers la mise en place des bagages vers la soute, et les parents voilà, qui étaient arrivés, c'était assez drôle, il y avait des mamans, il y avait des papas qui étaient prêts à aller travailler, des mamans aussi, ça m'a fait rire, on avait qui avaient leur tenue de travail, il y avait des vestes jaunes fluo, des mamans qui avaient du mal à lâcher leur fille. C'était touchant en fait de voir cette séparation pour une semaine d'un parent avec son enfant. Donc voilà, le moment était venu, et puis on a collé les étiquettes et on était prêts à mettre les bagages en soute. Se séparer de nos gros barrages, c'est toujours aussi un peu spécial ça, d'arriver, de traîner son bagage sur des mètres et des mètres en sortant de la navette, puis d'un seul coup vous vous en délestez et vous vous dites j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour aller jusqu'à la porte d'embarquement. Je traîne plus mon gros bagage et la petite question qui dit est-ce qu'il va arriver à bon port aussi? Est-ce qu'il va prendre le même avion? Le petit stress toujours qui est là. Est-ce que quand j'arriverai à New York, j'aurai tout? Moi personnellement, je mets toujours dans mon bagage à main une brosse à dents, un dentifrice miniature, petite culotte, une paire de chaussettes, un change, au cas où le bagage n'arriverait pas tout de suite, que je puisse au moins bénéficier d'une journée de retard de bagage. Je le souhaite à tout le monde en tout cas, parce que ça arrive quand même de temps en temps à certaines personnes. Donc voilà, les petits jeunes étaient avec nous, prêts à passer en fait les contrôles, et on s'est tous dirigés vers la porte d'embarquement. Alors Céline, quelles sont tes attentes pour ce voyage? Tout, en fait, j'attends tout. Je suis jamais allée à New York, donc j'ai envie d'être éblouie, d'avoir la mâchoire qui se décroche. Et puis après, de voir le maximum de choses, de passer un bon moment, profiter quand même, parce que j'ai l'impression que ça va passer hyper vite. Et puis voilà, quoi. Quelles sont tes attentes pour ce voyage? C'est vrai que j'aurais dû réfléchir à la question. Mes attentes pour ce voyage, déjà profiter de New York, découvrir la ville. Mes attentes, j'ai pas beaucoup d'attentes parce que comme c'est un voyage scolaire et je sais pas trop
ce qu'on va me demander de faire. Je préfère pas avoir trop d'attentes, mais j'espère quand même que ça va être bien. J'espère. Parce que je rêve d'y aller depuis longtemps en fait. C'est pour ça. J'espère ne pas être déçue de New York. Voilà. Et tu t'appelles ? Inès. Très bien, merci Inès. De rien. Les issues de secours doivent rester dégagées. Il est interdit de fumer. La cigarette électronique n'est pas autorisée. Elle doit être éteinte et conservée sur nous. Ladies and gentlemen. Je termine le premier repas qu'on a eu à bord. Alors, je peux pas dire que ce soit foufou, hein. J'ai pris la version salée. Ça a été déjà des perles de pâte avec des pépites d'œufs brouillés et quelques petits légumes. Ensuite, le traditionnel morceau de pain, le morceau d'emmental. En boisson, il y avait un nectar de jus d'orange. Ça a beau être bio, c'est quand même pas génial. Et ensuite, compote pomme-coin. Bon, ça allait. Confiture de fraises. Pas. Et puis, ce qui semblait pas mal sur le papier, j'ai vu fromage frais, je me suis dit, ah tiens, c'est sympa. En fait, il y avait une petite ligne en dessous, sucré. Ah oui, ok, donc c'est un yaourt en fait. Bon, bah d'accord. Donc au global, c'est pas un repas 4 étoiles, hein. Ça c'est moins qu'on puisse dire. Le seul bénéfice, c'est que ça m'a bien calé là, à 10h30 du mat. Mais voilà, c'est pas mémorable. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est quand tout le groupe est rassemblé sur quelques rangs, donc on n'est pas tous éparpillés dans l'avion. L'agence a pu faire en sorte qu'on soit pas trop loin les uns des autres, mais il n'y a pas que nous. Si vous tendez l'oreille, vous verrez qu'il y a d'autres personnes. Pour le moment, le voyage se passe bien. Nous avons eu droit à une deuxième collation avec un sandwich brioché aux crudités qui ressemble étrangement à ce que l'on a dans les stations essence au bord de l'autoroute, avec ensuite un yaourt à boire de chez Michel et Augustin, sans oublier un muffin de chouquette pour terminer le repas. Il reste 1h30 de vol et j'ai lu 60% de mon polar que j'ai entamé au démarrage. Donc tout va bien. Mesdames et messieurs, bienvenue à New York, aéroport John Fitzgerald Kennedy. Il est 10h25 en heure locale. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent une agréable journée et un excellent voyage si vous êtes en correspondance. On nous avait prévenu en arrivant sur le sol américain que les douaniers sont pas très tendres. Donc on était tous un petit peu tendus là dans l'expectative. Est-ce qu'on a bien tous nos documents, chacun sa pochette? On arrive sur place, au final il n'y avait pas trop de monde dans la file d'attente. Et en fait le personnel nous oriente pour que chacun se répartisse sur différentes portes. Et donc on se retrouve finalement à 4 ou 5 par porte à faire la queue. Du coup on regarde comment ça se passe. Donc les jeunes qui étaient avec moi commencent à me dire voilà, quel type de questions ils vont pouvoir poser. Bah je ne sais pas, quel est le 10e président américain? Oh là je les vois se décomposer et je dis mais non. Non, mais non, genre où est-ce que vous allez loger? Qu'est-ce que vous venez faire? C'est pas des questions très compliquées quoi. Et puis devant moi il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas du tout avec nous en fait, hein, et donc c'est assez rapide hein, au final. Bah, je dis regardez, en plus des questions, ils prennent un relevé d'empreinte. Et là, il y a une des jeunes filles qui me dit mais ma mère, elle veut pas que je laisse mes empreintes. Bah, je dis là, tu vas rester là. Hein. Et là, il n'y a pas le choix. Donc, bah écoute, tu le diras pas à ta maman, ou tu lui diras, mais pour la rassurer aussi sur le fait qu'il se passera rien avec tes empreintes. Donc au final, moi je suis passé. Bon, normalement, j'ai pas trop le droit de détailler un peu ce qui se passe. Hein. Donc je n'en dirai pas plus,
Mais voilà, c'était quand même relativement détendu. Donc là, on sort de la navette qui vient de l'aéroport et on comprend qu'en fait, on va devoir payer la navette à la fin pour accéder ensuite au métro. Donc là, il y a deux systèmes possibles. Soit on a des caisses automatiques, mais a priori, ça fonctionne pas avec nos cartes bancaires. Bon, ça fonctionne pas. Ou alors, il y a un monsieur dans une petite boutique, là, une petite guitoune, qui lui a différentes cartes, différents formats, etc. En fait, en étudiant la question, on s'est rendu compte d'une astuce, c'est que si on achète les cartes par 4, on a un tarif avantageux. Donc en gros, il faut acheter une carte pour sortir du circuit de navette, et ensuite, il faut acheter une autre carte pour prendre le métro. Donc là, ce qu'on a fait pour optimiser les dépenses, c'est qu'on a, comme on était 20, bah, finalement ça fait 5 groupes de 4, et donc on a pris 5 cartes valables 4 fois. Et ensuite, on a pris chacun un pass 7 jours, donc c'est métro illimité. C'est même indiqué hein, que si on prend le métro plus de 12 fois, en gros la carte est rentabilisée. Donc nous, ouais, je pense qu'on ouais, on va rester 5 jours, 2 fois par jour, le matin, 2 fois l'après-midi potentiellement. Donc voilà, on pense que c'est largement rentable d'acheter cette carte. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir la notion de taxe. Puisqu'en fait, le tarif qui est indiqué sur les panneaux d'affichage, ce n'est pas le tarif que l'on paye. À New York, c'était 8,9%, quelque chose comme ça. Donc pour passer du hors-taxe au tout-taxe. Et en plus, il y a une notion de tips, donc ça on en reparlera. Mais sur le moment, en fait, on s'est dit, bon, bah, faut tout payer, donc allez, on donne un pourboire, quoi, en plus. Donc du coup, on a quand même pu bénéficier de l'offre. On sort du réseau de navette avec un ticket, et ensuite avoir un pass illimité pour 7 jours. Et puis j'ai oublié mon sac au milieu de l'allée une fois que j'avais passé le portique. J'ai dû demander à un agent si je pouvais faire demi-tour pour aller récupérer mon sac qui a bien voulu. Il m'a gentiment laissé revenir en arrière, récupérer mon sac et reprendre le cours normal. Et donc là on attend le métro. Ça veut dire on reste ici pendant 40 minutes? Ok, d'accord. Concentration. This is a Manhattan-bound E-Express train. The next stop is Kew Gardens Union Turnpike. And clear of the closing doors, please. Donc, la bleue, il est rouge. Cette fois, c'est sûr, on est bien arrivé à New York et je me dis bah, pourquoi pas commencer à s'imprégner du lieu parce qu'a priori c'est quand même très grand. Et donc quand je vois la carte devant moi, et bien en fait tout de suite ce qui me surprend, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a des arrondissements. Donc par exemple, là actuellement on est sur l'île de Manhattan. Donc c'est vraiment l'arrondissement du centre qui ressemble à un I qui serait légèrement penché vers la droite. Au-dessus on a l'arrondissement du Bronx. À l'est, on a le Queens, qui est très, très, très grand. Juste en dessous, au sud de Manhattan, du coup, on a l'arrondissement de Brooklyn. Et si on prend le bateau, un peu plus bas, au sud-ouest de l'île de Manhattan et de Brooklyn, on a Staten Island. Et donc, tout autour de Manhattan, on a l'Hudson River. Et sur l'est, c'est bien fait. Ils ont appelé ça l'East River. Donc tout ça, ça constitue un agglomérat d'arrondissements. Et si on veut aller vers l'ouest, bah, tout de suite, on quitte New York, on arrive dans l'état du New Jersey. Donc on est vraiment très très proche d'un autre état qui n'a rien à voir. Et donc ce que l'on voit aussi, c'est que sur l'île de Manhattan,
C'est pas simplement une île comme une autre, c'est aussi un ensemble de quartiers, donc des quartiers très différents comme Greenwich, comme Chinatown, Little Italy, Harlem également. Bon, vous aurez plus de détails dans les prochains épisodes. Et en tout cas, voilà, c'est déjà intéressant de se représenter cette géographie très, très particulière. Ça y est, on est sorti du métro, ligne 1, 103e rue. Bon, forcément, on est parti du mauvais côté en sortant, hein. On a rebroussé chemin. Les premiers problèmes de direction et de repérage dans la ville commençaient. Mais 3 minutes à pied de la station, une des lignes rouges, la 1, mais ça peut être aussi la 2. On arrive à l'auberge de jeunesse, la American Youth Hostels. Les auberges de jeunesse, faut savoir qu'elles ont vu le jour vers les années 1930, et c'était un peu comme une grosse association de systèmes d'auberges pour aider la jeunesse à voyager. Le bâtiment, il est situé dans l'Amsterdam Avenue, mais quand je vous dis ça, ça vous dit pas grand-chose. Parce qu'en fait, sur l'île de Manhattan, les rues horizontales ont des numéros, et plus on monte dans Manhattan, plus les numéros sont hauts, et on est situé sur l'Upper West Side. Donc c'est plutôt la moitié nord de Central Park, à l'ouest. C'est un énorme bâtiment de style néo-gothique, victorien, donc en pierre un peu rouge-brun foncé. C'est assez impressionnant parce que ça fait tout un pâté de maison, et ça fait comme un mini château. La toiture, elle fait des points. Il est assez majestueux. Il y a un gros porche d'entrée où c'est écrit American Youth Hostels. Mais en fait, cette entrée-là, elle est condamnée. Il n'y a personne qui l'utilise. Il y a une petite plaque qui commémore en fait l'histoire du bâtiment. Et nous, on passe par une petite entrée aménagée récemment, enfin en tout cas très moderne, qui est plutôt en partie demi-sous-sol par rapport à la rue. Et on arrive sur le hall d'accueil avec le fait de pouvoir s'enregistrer. Et des petites banquettes rondes un peu en espèce de simili-cuir capitonné. C'est un peu un mélange des styles entre du moderne, des choses un peu anciens, un peu indus aussi. Voilà, avec un espèce de tableau qui vous dit que tous les mardis, il y a des espèces de soirées qui sont organisées pour accueillir les nouveaux et faire connaissance avec les autres participants, parce qu'en fait, il y a énormément de chambres. C'est réparti sur 3 étages. C'est des chambres, des dortoirs, donc ils peuvent être très nombreux, et moins. Il peut y avoir des espèces de family room. Donc c'est assez intéressant. Et on va bientôt pouvoir avoir accès à nos chambres. Pour l'instant, on attend dans le hall d'entrée et la première partie, parce que les chambres ne sont pas prêtes. Et il y a accès à une petite partie restauration. On avait quand même un peu la dalle au bout d'un moment. Et puis un salon avec quelques ordinateurs. En sous-sol, il y a plus d'ordinateurs, des consoles de jeux. Et il y a aussi un billard avec des chaises, des fauteuils. Enfin voilà, c'est assez agréable. On sent que c'est détente et c'est fait pour la jeunesse. Pour la petite histoire, en attendant les chambres, je suis sortie à l'extérieur parce que ça m'intriguait un peu cette histoire de grande hall d'entrée qui était condamnée. Et sur le fronton, écrit le nom de American Youth Hostel. Et j'ai vu la petite plaque qui parlait de l'histoire du bâtiment. Les auberges de jeunesse, elles sont arrivées aux États-Unis par Monroe et Isabel Smith dans les années 1930. Mais pour ce bâtiment, il faut savoir qu'il a eu une autre vocation. Parce qu'il y a une association caritative qui a été créée, c'était en 1813, et qui aidait les veuves de guerre des États-Unis. Et notamment, on devait aider et loger, forme d'association, des femmes qui étaient dites femmes indigentes et respectables. Donc c'était plutôt des veuves qui étaient pauvres. Et cette petite plaque, elle nous commémore ça, en disant qu'une partie de ce bâtiment, en tout cas, a servi à ça. L'association, elle, était créée en 1813, puisque c'est pour aider les femmes veuves issues de la guerre anglo-américaine de 1812. Mais en 1881, entre le 81 et 83, l'architecte Richard Morris Hunt a construit ce bâtiment. Et puis, donc, dans les années 1930, il a été reconverti en auberge de jeunesse. Bon, ça y est, on a récupéré les clés des chambres. Enfin, en tout cas, c'est Olivier qui a tous les badges. Donc là, on est actuellement 5 adultes dans une chambre de 6. 6 lits superposés. Hein. J'ai l'impression de revenir dans un temps très, très ancien. Mais voilà, c'est fonctionnel. Il y a des casiers. On peut fermer à clé éventuellement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, on a récupéré nos badges.
Les sanitaires sont très propres, très modernes, avec des détecteurs automatiques, etc. Globalement, ça va. Alors, il faut qu'on parle de l'ascenseur. Il y a un ascenseur qui donc dessert 3 étages, avec 2 boutons, flèche qui monte, flèche qui descend. On pourrait se dire, ça va, il n'y a pas plus simple que ça. Eh ben non, c'est compliqué, en fait, parce qu'on a beau appuyer sur le bouton, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Pourtant, il y a un témoin qui indique où se trouve l'ascenseur au moment où on l'appelle. Mais franchement, on peut rester 10 minutes devant et on ne sait pas. Donc à un moment donné, la porte finit par s'ouvrir. Donc on était 5 ou 6, pas de problème. À un moment, je me retrouve seul dans l'ascenseur, je le reprends à un autre moment. Et puis, donc j'étais tout en bas, je devais monter au 3e étage. J'arrive au 1er, et en fait la porte s'ouvre. Mais c'était pas très clair en fait sur où est-ce que j'étais. Donc du coup je sors. Et là, je me dis, bah non, je suis pas au 3e en fait. Donc, je remonte dans l'ascenseur. L'ascenseur n'a pas bougé. Je rappuie sur 3. J'attends. Et là, je me retrouve au rez-de-chaussée. Parce que quelqu'un avait appuyé sur le bouton pour descendre. Alors que moi, j'étais censé être prioritaire. J'avais appuyé avant sur le bouton pour monter au 3e étage, quoi. Donc, du coup, bah, ok, je descends, je fais monter la personne. Elle, bah, bien sûr, elle descendait au 2e. Donc, j'attends à nouveau. Je rappuie sur 3. Je me dis, je vais quand même pas me faire avoir. Bon, ok. Là, je crois descendre. Ah, oui, c'est bon. On est bien en 3e. Et je vois Céline, qui est là, qui tape du pied. Mais qu'est-ce que tu fous? En fait, t'étais où? Tu cherchais partout. Bah, je suis dans l'ascenseur, mais j'ai dû faire 3 fois l'aller-retour, monter, descendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je comprends pas. Je parle pas américain. Bref, donc en tout cas, effectivement, j'ai passé bien 10 minutes à essayer de grimper au 3e étage. Et là, je me suis dit, franchement, la prochaine fois, je prends les escaliers. Là, au moins, il n'y a pas de problème de bouton à appuyer, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué qu'un bagage, mais si j'ai pas de bagage, franchement, ça fera largement l'affaire. Bon, quand je prends le recul sur la chambre qu'on a eue, bon, elle est très fonctionnelle. Alors, par contre, il y a un boucan de malade avec la climatisation. Il y a 2 appareils. Un appareil qui purifie l'air et un appareil qui ou chauffe la pièce ou la refroidit. Et quand on est rentré dans la chambre, il faisait un boucan du tonnerre. On n'a pas trouvé de bouton pour l'arrêter. Bon, il va falloir qu'on se penche là-dessus parce que franchement, c'est impossible qu'on dorme avec un tel boucan. Petite douche vite fait pour se rafraîchir du voyage. Et en fait, il était décidé qu'on se donne rendez-vous dans le hall d'entrée tous pour partir à la découverte du premier quartier de la ville là pour l'après-midi parce qu'on était tous impatients. Le professeur Olivier était encore dans la chambre. Arnaud et moi, on descend un petit peu avant lui. Et là, les 3 garçons, il faut savoir que sur le groupe de 11 élèves, il y avait 3 garçons. Les 3 garçons me tombent dessus, affolés. Madame, il y a un gros problème. Ah bon? Là, tu te sens un peu seule au monde, parce que qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Jamais de la vie, madame, je ne dors dans cette chambre ce soir. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, tu vois, moi, dans ma tête, je veux bien que ça ressemble pas, que le matelas, il soit pas hyper confort, voilà. Il commence à nous expliquer que, en fait, comme ils sont 3, ils ont été mis dans un dortoir avec potentiellement d'autres personnes. Ça peut être des jeunes, mais ça peut être aussi des gens de passage, des travailleurs, des commerciaux, des adultes qui sont aussi en voyage à New York et qui ont préféré le modèle auberge de jeunesse. Le problème, c'est que les 2 hommes qui sont dans leur dortoir ne semblent pas respecter des règles basiques de vie en communauté. Ils nous décrivent un personnage qui est en train de se curer les pieds, un autre bedonnant, je crois, et qui sentait. Enfin, en gros, voilà, ça leur faisait très peur de vivre et de devoir dormir aux côtés de ce genre de personnes. Et ils voulaient absolument changer de chambre. Donc, dès qu'Olivier est arrivé, il a réglé le problème et les gens de l'hôtel ont trouvé une autre chambre disponible pour reloger les 3 pauvres lycéens qui avaient très peur de la première nuit à venir. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.